Alors, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Hugues qui va nous faire une petite présentation, un topo euh, sur la COP 27, la compatibilité de la COP avec le système croissanciste des pays qui y participent. Voilà, donc je laisse la parole à Hugues pour traiter de ce sujet. Bonjour à tous. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est effectivement de parler de la COP27, d'en faire un résumé plutôt synthétique, parce qu'il y a un résumé, parce qu'il y a en fait un texte plus détaillé dont j'ai donné la source. Euh, et en fait, dans le cadre de ces COP, il y a eu en fait des décisions qui ont été prises. Et l'idée de cette présentation, c'est de présenter les décisions principales et de parler en fait de leur compatibilité et surtout de leur incompatibilité avec le système qui est le système utilisé actuellement dans, on va dire, tous les pays du monde et qui est énormément basé sur la consommation et la croissance. Donc, ma présentation sera divisée en cinq principales parties. Je précise que bon, je permets quand même que l'on pose des questions à l'intérieur, et ce serait mieux à la fin de la présentation. Et donc, dans la première partie, je vais me présenter très rapidement. En deuxième partie, je vais parler du résumé de la COP. Donc, voilà la source, en fait, sur quoi je me suis basé. C'est le site, en fait, des Nations Unies. Pardon. Troisième, je vais décrire très brièvement le système basé sur la consommation. En quatrième partie, je vais donc comparer, je vais comparer, en fait, les stratégies, les décisions de la COP par rapport, en fait, au système qui est mis en place. Et donc, je vais parler des incompatibilités. Et je vais donner en fait quelques points clés sur éventuellement l'idée d'un nouveau paradigme économique, c'est-à-dire en sorte ce qui, à mon avis, aurait dû être fait, aurait dû être discuté dans le cadre de la COP. Bon, pour me décrire très brièvement, je m'appelle Hugues Gérard Nonowafo. Et donc, je dispose en fait d'un doctorat en électronique et informatique. Donc, c'est pas forcément très écologique, mais je m'intéresse beaucoup à l'écologie depuis plusieurs années. Je dirais peut-être 5-7 ans. Et donc, par rapport à ça, je me suis intéressé pas mal à l'économie, à la finance. Bon, de par mon métier, je m'intéresse aussi aux technologies, l'informatique et réseau. Et je me focalise, on va dire, sur mon temps libre, sur ce qui est l'optimisation des systèmes. Ça m'intéresse énormément. Sur leur fonctionnement, leur performance et sur la qualité des biens, la qualité des biens et des services, donc des produits aussi, et surtout pour le bien-être en fait de l'environnement. Donc quand je dis environnement, cela inclut à la fois les hommes, les animaux, donc bref, la nature en général. Bien. Maintenant, pour aborder en fait le résumé de la COP 27, ça s'est passé en Égypte avec plus de 800 participants. Donc, il faut juste indiquer que ces participants, beaucoup sont allés en Égypte en avion, ce qui n'est pas forcément très écologique, mais c'était juste une petite piqûre. Et donc, il y a eu pas mal de reconnaissance des choses qui ont déjà été dites et ça a juste été redit. Donc, il s'agit de la reconnaissance de l'urgence climatique et son impact sur l'environnement et sur les hommes en particulier. La reconnaissance des priorités en fait sur l'alimentation et l'eau. Donc, en disant qu'il faut effectivement faire attention à l'alimentation et l'eau par rapport aux problèmes climatiques. Ça se base aussi à tous les événements qui a eu lieu, les sécheresses, les inondations. Comme
comme autre reconnaissance, on a aussi la reconnaissance, en fait, Thibaut, de l'impact de l'homme sur la situation actuelle. Donc, en disant que bon, l'homme est tout de même responsable par cette activité de ce qui se passe aujourd'hui. En ce qui concerne maintenant, on va dire, les décisions, il y en a 4 principales que j'ai pu retenir. Je rappelle donc, pour les détails sont disponibles dans la source que j'ai donnée. Euh, le, la décision fondamentale, en fait, c'est la compensation climatique pour les pays touchés. Donc, s'il s'agit en gros de donner de l'argent aux pays qui ont été touchés par des incidents climatiques pour compenser en fait tout ce qui s'est passé. D'un autre côté, il y a en fait une poussée, on va dire plutôt plus ou moins formelle, vers des réductions de la destruction de l'environnement, sans forcément introduire des contraintes. Il y a aussi pour la pousser vers des collaborations inter-États pour des financements de réduction de carbone, c'est-à-dire la mise en œuvre de technologies permettant de réduire en fait les émissions carbone. Et en dernière décision que j'ai pu noter, il y a en fait la poussée par les industriels des technologies bas carbone. Ceci associé à des actions contre la déforestation et des véhicules dits de zéro émission. Alors, maintenant, je vais aborder plutôt sommairement en fait le système basé sur la consommation et ses conséquences. D'abord, comment fonctionne un système basé sur la consommation? Pour qu'il continue de tourner, pour qu'il fonctionne, en fait, il faut des échanges. Donc, cela signifie qu'il faut produire, il faut des fournisseurs et il faut consommer. Donc, il faut des consommateurs qui vont en fait payer ces produits, mais aussi des services. Mais cependant, pour que cela tourne aussi, il faut de la dette. Et actuellement, on est plus ou moins dans les deux cas. On a besoin de plus d'argent, continuellement, tout le temps, au moins pour entretenir le système public, mais aussi pour que les privés puissent survivre. Et donc, on a donc besoin de plus de consommation, ce qui signifie plus d'énergie et plus de ressources. D'un autre côté, on a aussi besoin de plus de dettes, car la consommation ne suffit pas toujours. Effectivement, en fonction des situations économiques, la consommation ne suffit pas parce qu'on dépense moins, ou bien alors on investit moins. Donc, il faut de la dette, il faut injecter de la dette pour que les personnes puissent acheter, ou bien que les entreprises puissent survivre. Donc, c'est-à-dire donner des salaires ou bien encore se rémunérer elles-mêmes par les actions. Et à cause de cela, cela signifie qu'il faut toujours un peu plus sacrifier l'environnement parce qu'il y a plus d'exploitation. Et éventuellement ajouter, vu que les systèmes actuels, il faut être toujours poussé en fait à limiter l'endettement, il y a donc des obligations d'introduire une autorité qui peut être plus ou moins extrême, ça s'est par exemple vu avec la Grèce, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement dramatiques. Comme actuellement, ce qui est observé dans le cadre spécifique de la France, c'est qu'on a un système de santé où des gens meurent sur des brancards. Ceci est une réalité dans un pays qui est développé. Donc, on se rend compte que dans ce système, il y a tout de même des failles et que ces failles-là peuvent être plus ou moins vraiment dramatiques. Et juste pour donner quelques petits détails par rapport à la dette, bon, les chiffres ne vont pas forcément parler. La dette,
a augmenté, a explosé ces dernières années, en partie à cause de la crise en 2008, en partie à cause du Covid, mais aussi en partie à cause de l'explosion du prix de l'énergie. C'est à cause de la dette que, pour le moment, les tarifs de l'énergie sont encore à peu près acceptables. On se rend déjà compte, surtout au niveau des entreprises, que les tarifs, en fait, explosent. Mais à chaque fois que l'on protège, en fait, l'énergie, qu'on protège le coût, le prix de l'énergie, la dette explose. Et tout cela est, en fait, associé à un marché d'énergie. Je reviendrai sur ça plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, la dette est l'un des moteurs de la croissance, voire même le principal moteur. C'est-à-dire que sans la dette, il n'y a pas vraiment de croissance. Maintenant, avant d'entrer dans les incompatibilités de la COP, des décisions de la COP avec l'environnement, je vais faire une petite précision. L'environnement concerne, introduit en fait, nécessite d'introduire différents thèmes, dont il y a en fait la biodiversité, donc hommes, animaux, que ce soit aussi, on appelle ça la nature, la nature de manière générale, donc les arbres, les feuilles. Il y a aussi la qualité de l'air et de la terre, et il y a le climat. Et dans les trois cas, il y a des problèmes qui sont liés à l'activité humaine. Je rappelle juste une statistique avec sa source que actuellement il est estimé qu'il y a près de 48 000 décès prématurés par an à cause de la pollution. Donc juste à cause de la pollution. Donc ça signifie que l'activité humaine, nos actions, moi inclus, ont en fait des effets, que ce soit sur ce qui nous entoure, donc à part l'homme, mais aussi sur l'homme lui-même. Alors, ce qui nous amène donc à cette petite mise en perspective, nous avons donc les décisions à gauche et l'environnement à droite. Et nous avons aussi un contexte socio-économique mondial qui est plus ou moins critique, si on peut dire ça comme ça, avec des finances qui sont littéralement dans le rouge, avec des augmentations des prix à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, et principalement à cause de l'inflation. On a aussi ce qui entraîne en fait la destruction des services fondamentaux. Et en parallèle, il y a un pouvoir accru des grosses entreprises. Donc, on a donc ce système-là qui a un problème et donc qui a donc besoin d'argent. Le souci, c'est que pour pouvoir avoir cet argent, il faut encore produire. Il faut encore consommer. Donc, ce qui signifie que globalement, les stratégies de la COP indiquent qu'il faut globalement continuer l'activité économique un peu plus, toujours plus loin, de manière un petit peu différente, en introduisant ce que j'appelle en fait, on peut dire, la finance verte, basée sur un calcul de carbone, sachant que le calcul du carbone est pas toujours exact, parce qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas être prises en compte, que ce soit le déplacement des véhicules, ou bien encore l'estimation de l'énergie qu'il faut pour extraire les ressources de l'environnement. Et il faut aussi se rendre compte que malgré la poussée des technologies bas carbone, on ne tient pas compte de l'impact sur les ressources que l'on extrait pour avoir ces technologies-là. Et cet impact-là, il ne peut pas forcément être mesuré en émissions carbone, ça peut être autre chose. Ça peut être même de la destruction de la biodiversité. Et ça, tout cela n'est pas en fait, ça ne se marque pas avec du carbone. Quand on tue des animaux, on tue des animaux. Et point barre. Il faut aussi noter, bon,
On pousse aussi les énergies renouvelables et des technologies bas carbone comme les voitures électriques. Et juste pour me focaliser sur ce point, c'est sans contrainte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la plupart des voitures électriques que l'on présente aujourd'hui sont des voitures qui sont lourdes, qui, qui sont puissantes, et donc qui consomment plus, et donc qui nécessitent plus de ressources, dans un contexte où l'ensemble des ressources est fini, donc ça signifie qu'un jour il y aura une limite, ce qui signifie aussi que ce n'est pas tout le monde forcément qui aura sa voiture. L'énergie n'est pas forcément, ne sera pas forcément à disposition de manière illimitée, même avec des énergies renouvelables, parce qu'il y a toujours une limite dans la quantité d'énergie que l'on peut fournir à un moment donné. Et surtout, c'est là, avec des énergies renouvelables, il peut y avoir des problèmes, par exemple, liés au climat. Cela s'est vu, par exemple, aux États-Unis, où, en fait, je pense, cette semaine, il y a eu un énorme gel. Et donc, dans le cas de gel, cela signifie qu'en termes d'énergie solaire, ça fait zéro. Avec l'énergie éolienne, éventuellement, ça peut aussi faire zéro parce que les pannes ne tournent pas forcément. Donc, il peut aussi y avoir un problème de disponibilité d'énergie. Donc, cela signifie que même côté énergie, on n'y est pas. Donc, cela signifie globalement qu'on note bien effectivement une inadaptation des décisions par rapport, on va dire, à la réalité du terrain. Et surtout par rapport à ce qui pourrait arriver dans l'avenir, où, par exemple, l'accès aux ressources pourrait être coupé, l'accès à l'énergie pourrait être coupé à cause d'un incident climatique. D'un autre côté, il y a d'autres problèmes qui n'ont pas été traités dans le cadre de la COP. Donc, par exemple, le problème de production d'énergie, c'est-à-dire en termes de qualité-quantité, ainsi que du marché, et surtout du marché de l'énergie, dont les prix peuvent éventuellement poser problème. Cela s'observe aujourd'hui avec l'explosion du prix de l'électricité et du gaz, qui fait en sorte qu'il y a des familles qui ne peuvent plus réellement se nourrir convenablement, se chauffer convenablement. Il faut aussi noter que parce qu'on a besoin de production et de consommation, on a besoin d'échanges pour avoir des afflux d'argent, on a toujours besoin de plus d'énergie, de plus de ressources. D'un autre côté, le problème des déchets et du marché des déchets qui est aux pays pauvres n'a pas vraiment été discuté, ni en ce qui concerne en fait la nécessité d'un recyclage obligatoire, sachant que ce recyclage lui-même nécessite de l'argent qu'il n'y a pas. J'ajouterais en plus de ça qu'il y a deux problèmes fondamentaux qui n'ont pas vraiment été abordés. Le premier problème, c'est le souci de la résilience des États et l'indépendance face à la consommation, parce que la consommation extrême est un vrai problème. La consommation est la base, même si on peut dire ça, de tous les problèmes. Je parle, bien entendu, en termes de qualité et de quantité. Et quand je parle des résiliences des États, je parle surtout en fait de leur résilience en termes de finances. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que les États peuvent être indépendants en termes de finances, indépendants du monde de la finance. Ce qui n'est pas le cas. Actuellement, la dette provient en fait des marchés financiers. D'un autre côté, il y a aussi la discussion en fait sur les conflits économiques et ressources. C'est-à-dire, euh, actuellement, à cause d'un besoin de croissance, à cause du fait de vouloir acquérir toujours plus de ressources, toujours plus de produits, que ce soit les produits informatiques, entre autres, ou bien encore le fait d'acheter, de concevoir des véhicules électriques qui nécessitent des ressources, il y aura de plus en plus, en fait, des affrontements sur le marché, en fait, des ressources. Parce que chaque pays va, en fait, convoiter ces ressources-là. Et à un moment, il y aura effritement.
Cela arrivera d'une manière ou d'une autre. Et d'un autre côté, l'acquisition de ces ressources nécessite des ressources de base, comme par exemple l'eau. Pour obtenir certaines ressources minières qui sont utilisées pour les voitures électriques, on a besoin d'une énorme quantité d'eau. Alors que dans certains endroits, comme par exemple, déjà en France, on parle de problème d'eau, de problème de pénurie d'eau, en plus du problème de qualité d'eau, qui est déjà un problème un peu compliqué. Je ne parle pas non plus des conflits liés éventuellement au pétrole ou au gaz. Ce qui signifie que de manière globale, le fonctionnement, même les bases du fonctionnement de l'économie et de la production n'ont pas vraiment été abordées. Or, c'est un sujet fondamental. Je vais un petit peu détailler, mais très sommairement, en fait, en ce qui concerne les conflits économiques et des ressources. Pour produire, on a en fait besoin de ressources et de l'énergie. Et ces ressources ne sont pas toujours forcément locales. L'énergie n'est pas toujours sur place et la main-d'œuvre, il a un coût. Il faut aussi compter avec les critères environnementaux euh, du pays où on veut produire. Or, il faut se mettre dans la tête que celui qui entreprend, celui qui veut en fait vendre ses produits, a besoin de survivre. Le fait en partie pour survivre, mais surtout pour devenir riche. Et pour qu'un pays survive ou devienne riche, il faut d'une part consommer pour qu'il y ait de la TVA, pour pouvoir générer en fait des taxes qui vont aller à l'État. Il faut un prélèvement sur la richesse, et donc il faut d'abord que les gens s'enrichissent avant que l'État ait des sous. Ou bien il faut offrir un avantage financier à d'autres personnes dans d'autres pays. C'est le cas de la Suisse par exemple. Sachant que ces produits importés ou ces services à distance ont en fait un impact économique d'une manière ou d'une autre. Parce que la main-d'œuvre à distance, c'est souvent bas coût, donc les salaires dans le pays à distance sont faibles, les conditions de travail et la protection de l'environnement sont plutôt réduites. Donc il y a un vrai problème en fait social qui est déjà là, mais il y a aussi un impact sur l'économie locale parce qu'on délocalise en fait du travail. Donc on crée du chômage. Et je rappelle encore, l'objectif des pays, c'est de survivre ou de devenir riche. Donc, il faut voir qu'il y a effectivement comment dire, une interaction en fait entre les pays selon la manière avec laquelle le travail est organisé. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que globalement, en fait, il faut des ressources, il faut des usines. Et donc, on a possibilité d'un risque hier, par rapport à la quantité de fournisseurs, il y a beaucoup trop de consommateurs et donc il y a une friction. Je vais prendre, pour résumer un petit peu tout ça, je prends par exemple le cas des pays, si je prends le cas de l'Europe ou d'autres pays, je prends là je prends le cas de l'Europe, mais c'est le cas en fait des pays qui sont en fait qui veulent en fait se développer. Donc c'est-à-dire aussi les pays d'Afrique, les États-Unis et ainsi de suite. Euh, pour avoir du développement et entre guillemets une certaine richesse, un certain confort, il faut de l'énergie qui ne se trouve pas forcément sur place, donc pétrole et gaz. Il faut des machines, des équipements informatiques qui ne sont pas forcément fabriqués sur place, mais plutôt ailleurs, avec des dégâts sur l'environnement. Il faut des médicaments qui ne sont plus forcément fabriqués sur place et qui sont par exemple fabriqués énormément en Chine, ce qui d'ailleurs, je le rappelle, provoque une pénurie que l'on observe aujourd'hui. Et il y a aussi des véhicules. Maintenant,
Et si on imaginait que chaque pays nécessite la même chose en Europe ou bien dans le monde, on se rend effectivement compte qu'il y a une sorte de... il y a forcément un problème qui pourrait se poser dans le sens où sur le marché des ressources, bien sur le marché des produits, si jamais il n'y a pas suffisamment si jamais il n'y a pas suffisamment de produits, alors il y a une sorte de combat entre les pays. Ce n'est pas forcément un combat géopolitique armé, mais c'est un combat plutôt économique. Et cela s'observe, et cela s'est observé par exemple plus récemment avec le conflit entre les États-Unis et la Chine, où il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ça. Sachant que chaque pays veut acquérir encore plus de ressources et des produits, chaque pays veut s'enrichir et chaque pays a envie de s'étendre encore plus. Il faut plus de marchés, il faut plus d'opportunités, il faut plus d'argent, il faut encore plus de produits. Plus produire, plus consommer, plus vendre. Et encore, et encore, et encore. Sachant qu'il faut aussi noter que cette volonté de, de s'enrichir est énormément et surtout aussi poussée par les personnes privées, par les entreprises. Donc, l'exposé que je viens de faire montre qu'effectivement, le sujet de fond euh, du système basé sur la consommation n'a pas vraiment été traité. Il ne s'agit pas de réduire. L'étude, en fait, de la réduction de la consommation ou bien d'un changement d'idéologie n'a pas été abordée. Il faut maintenir l'économie. Maintenir l'économie, maintenir l'économie et toujours maintenir l'économie, voire la faire croître. Donc, et ça se voit en fait dans les documents, il y a on parle de beaucoup d'argent en fait. On parle énormément d'argent. Il y a des sommes colossales à l'intérieur. On va par exemple dire que le marché du carbone voudra des milliards, des milliards. On vous dit par exemple que le marché des nouvelles technologies vertes, entre guillemets, ça vaut des milliards, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il véritablement d'une transformation? Qu'en est-il véritablement de l'indépendance des États? Qu'en est-il en fait même déjà de la dette des États? Parce que c'est une base. Parce que il faut le rappeler, pour qu'un État continue de survivre, il faut qu'il puisse, actuellement, il faut qu'il s'endette et il faut que les gens consomment. Tant que ces deux éléments-là sont nécessaires, les choses vont continuer, le système va continuer de fonctionner de manière quasi identique, même si on change la technologie, parce on aura toujours besoin de plus de produits. Or, plus de produits signifie la nécessité de plus de ressources, c'est ce qui signifie plus de destruction, plus de pollution. Surtout s'il n'y a pas du recyclage derrière. Le recyclage étant un autre problème. Et qu'il n'y a pas en fait de contrainte par rapport à ça. C'est pour ça que j'arrive donc à cette partie qui servira un petit peu de conclusion. Comment est-ce que les problématiques auraient dû aborder? Alors, les problématiques auraient dû aborder par rapport à la critique du système actuel. Il y a deux soucis. Il y a le fait que les États doivent survivre. Il faut bien que les populations survivent, c'est la base et ça a été reconnu. Il faut que les populations aient un minimum de bien-être. Mais d'un autre côté, il y a cette dépendance à la consommation en termes de quantité, mais aussi de qualité. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est consommé et qu'est-ce qu'on fait de l'issue en fait de cette consommation. Donc, je parle en l'occurrence, par exemple, des déchets. Et d'un autre côté, il y a cette volonté de richesse extrême qui fait en sorte que on produit tout et n'importe quoi. Et
n'importe où, uniquement avec une envie de s'enrichir par n'importe quel moyen, ce qui a des conséquences. Et tout cela n'a pas vraiment été débattu non plus. À part l'envie d'introduire les technologies bas carbone, mais sachant que ça va être repoussé encore et encore, tout simplement parce que ceux qui ont de l'influence, ne se laisseront pas forcément faire. Ça, on le sait. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie donc deux éléments de solution. D'abord, il faut que les États soient partiellement indépendants financièrement. Mais il faut aussi que les personnes aient aussi une certaine indépendance financière. Mais surtout, en fait, un certain bien-être. Donc, c'est pour cela que la base, en fait, de la discussion devait porter sur l'indépendance des États et le bien-être de l'environnement, qui sont en fait deux éléments cruciaux. Et d'un autre côté, il y a aussi la limitation du pouvoir destructeur de la richesse extrême. Parce que la richesse entraîne en fait, l'envie de richesse entraîne une envie une envie en fait de production, encore une envie de vente, mais aussi de consommation extrême. Qu'est-ce que je veux dire par indépendance partielle des États et des personnes? Quand je dis indépendance partielle, cela signifie qu'il faut que chaque État ait en fait une indépendance financière, une indépendance par rapport au marché, une indépendance par rapport à des organismes. Pourquoi? Parce que, à cause de cette dépendance, les États sont obligés de fonctionner d'une certaine manière. Il faut, comme je l'ai dit, comme l'oblige en fait le système actuel, il faut produire et consommer par n'importe quel moyen, ou presque. Donc, en suivant un petit peu la réglementation, il ne faut pas trop ceci, il ne faut pas trop cela, mais on se rend compte qu'il y a vraiment de la limite par rapport à ça. Donc, il y a aussi donc cette dépendance par rapport à la dette qu'il faut résoudre d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on est dans le cadre d'une dette, on est obligé de respecter les règles. Donc, une en particulier qui se voit par exemple aujourd'hui, c'est l'austérité. Donc, il faut réduire, c'est pour ça qu'on dit, il faut réduire la dépense publique, réduire la dépense publique, réduire la dépense publique, ce qui a des conséquences sur le bien-être des populations. Et donc, cela passe donc par quoi? Pour moi, cela passe en fait par l'idée d'un budget qui est en fait reconnu par. L'idée, c'est d'allouer en fait un budget à chaque pays partenaire qui lui permette en fait de survivre. Et ce budget-là, allouer un budget à un État, cela signifie donc sortir littéralement du système de la dette. Et d'un autre côté, parce qu'un État n'a plus besoin en fait d'emprunter continuellement, il n'a plus besoin aussi de produire de n'importe quelle manière. Il peut organiser la production d'une autre manière, avec une meilleure qualité, avec des contraintes qui sont propres et qui sont nécessaires et cruciales pour sa population. Donc, c'est-à-dire, par exemple, faire de l'agriculture bio, miser, par exemple, sur les transports publics, ce genre de choses. Ça, par exemple, ça aurait dû être une des focalisations de la COP. Miser sur les transports publics, mais cela nécessite des finances que les États n'ont pas. Et à partir du moment qu'un État peut se réorganiser, il peut donc, on va dire, organiser sa production pour qu'elle soit en fait locale et de manière durable. Mais aussi
de manière sélective, donc c'est-à-dire la qualité de ce qui est produit, choisir ce qui est produit, comment, et que faire en fait des produits consommés. Euh, cela signifie aussi produire de manière durable, avec des industries qui ne vont pas se forcer sans cesse à vendre des produits qui vont se périmer de manière rapide. Ce qui se voit par exemple aujourd'hui avec l'industrie du vêtement, où on porte un vêtement, on le jette tout de suite, voilà, à bas coût et de mauvaise qualité. Mais des industries qui survivent en fait par le service qui est rendu. Mais bien entendu, il faut aussi noter que les pays ne peuvent pas forcément survivre uniquement en autarcie. Donc cela signifie qu'il faut aussi laisser la possibilité de pouvoir échanger, mais pas forcément de la manière actuelle où c'est extrême avec la mondialisation, où il n'y a pas de protection du marché local, où il n'y a pas de protection des travailleurs. Donc il faut prendre en compte tout ça. Et maintenant, tout cela, en fait, doit viser à maintenir, en fait, les bases du bien-être de l'environnement, ce qui inclut, pardon, les hommes, les animaux, la faune, la flore, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la terre aussi. Et donc, ces éléments-là devraient figurer comme fondamentaux, en fait, du système. C'est-à-dire mettre le bien-être de l'environnement au cœur de toute stratégie. La première chose, avant de changer de technologie. Comment assurer tout ça? Comment assurer que l'environnement se porte bien? Comment assurer que l'environnement, en fait, ait de quoi vivre, de quoi être soigné? Donc, c'est-à-dire santé, éducation, déplacement, nutrition, protection, sécurité. Et donc, l'idée de cette indépendance des États, c'est que ça doit tenir compte, en fait, ça doit viser, en fait, ça doit viser le bien-être des populations. Maintenant, en ce qui concerne la limitation, en fait, de la richesse, et je pense que c'est ma dernière page, euh, l'idée, c'est de supprimer ou bien limiter de manière extrême les privilèges dus à la richesse. Pourquoi? Parce qu'actuellement, à cause de la dépendance des États aux entreprises, ce qui se passe, c'est que les États et les entreprises peuvent imposer leurs directives, peuvent imposer leurs règles. Alors que c'est normalement l'inverse qui aurait dû avoir lieu. La manière de produire doit être imposée par une problématique forte. Par exemple, si l'on considère le cas de la pêche, aujourd'hui, on sait que la pêche, l'état de l'économie de la pêche à l'heure actuelle est critique. Pourquoi? Parce qu'il y a surpêche. Et donc, ou bien encore, si on peut prendre un autre exemple, certaines entreprises qui embauchent beaucoup de personnes, des centaines de milliers de personnes, par exemple, des industries, ils vont soumettre l'État à une contrainte forte pour leur dire il faut que vous diminuez, par exemple, les charges, diminuez ceci, diminuez cela. Sinon, on va partir ailleurs. Et ça, c'est dû justement au fait que l'État est dépendant en fait des entreprises. S'il n'y avait pas cette dépendance, les entreprises resteraient. C'est justement parce qu'il y a aussi, comment on appelle ça, cette, comment dire, cette, cette introduction, ce besoin d'introduction de la richesse de l'extérieur, que les États sont obligés de s'accrocher, on va dire de draguer les entreprises
pour qu'ils viennent de s'installer. Et comme il n'y a pas d'obligation pour que les entreprises s'installent localement, les entreprises peuvent bien aller ailleurs et venir revendre sur place. Donc, du coup, j'arrive donc à ma dernière page et donc une petite conclusion. Dans cette présentation qui est assez sommaire, j'ai voulu montrer, j'ai présenté en fait d'une part les, les décisions de la COP 27 de manière globale ce qui a été résumé. J'ai présenté aussi les contraintes et les problèmes en fait d'un système basé sur la consommation et j'ai montré en fait l'incompatibilité par rapport en fait à la COP pour dire qu'effectivement les discussions de la COP ont été plutôt incomplètes parce qu'elles n'ont pas touché du doigt le vrai problème. Et ce n'est pas pour rien aussi que les autres COP ont été des échecs parce qu'il n'y a pas eu de discussion sur le véritable problème. Il n'y a pas eu de décision sur la dépendance des États par rapport à la dette, sur le problème des finances des États. Parce que tant que les États ont des problèmes financiers, ils ne peuvent pas vraiment bouger. Ils ne peuvent pas avoir des impacts sur les entreprises. Ils ne peuvent pas contraindre. Ils ne peuvent pas contraindre une production locale. Ils ne peuvent pas contraindre un recyclage. Ils ne peuvent même pas investir dans le recyclage. Donc il y a toujours cette problématique-là. On ne peut pas vraiment agir. Pas vraiment agir. Et il faut même ajouter que justement par rapport à ce problème financier, le fait de pouvoir donner de l'argent à pays qui sont à donner de l'argent aux pays qui sont touchés par les problèmes climatiques est une action plutôt faible et qui n'aura même pas forcément lieu de manière intégrale parce qu'on parle de quel ordre. Les chiffres que j'ai en tête, c'est de l'ordre de, je pense, 500 milliards. C'est des sommes énormes. Sachant que nous sommes dans un contexte de crise économique. Donc, autant dire que ce versement d'argent n'aura même pas vraiment lieu. Donc, on voit que les problèmes n'ont pas été touchés au fond et les réponses aux problèmes, elles sont vraiment minimales. Et ce sera donc ma conclusion en disant que ça aurait pu être nettement mieux et que malheureusement, il y a vraiment un réel besoin de réflexion supplémentaire par rapport à tout ce qui est dit, parce que le problème est réel. Et je terminerai là. Merci Hugues. De rien. Alors, bon, quelques petites questions. Oui. Hein. Merci pour cet exposé. Tu brasses tout. Et tu soulèves tous les problèmes. Tu donnes des pistes. Mais est-ce que tu peux définir le but de la COP? On parle de la COP. À quoi ça sert exactement une COP? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire COP, COP? Quel est l'objectif réellement? Enfin, c'est ma première question qui va en entraîner d'autres par la suite. Est-ce que tu peux introduire tout ça avec la définition de la COP? Quel est l'objectif de la COP? Alors, l'objectif de la COP est en fait de réunir en fait des acteurs politiques et économiques pour pouvoir discuter de manière globale du problème climatique. D'accord. Donc la COP, c'est pour le climat. Oui. D'accord. Alors, Alors, il y je aurait pense que ça mérite d'être précisé parce qu'on parle beaucoup de COP, on voit ça dans les journaux. Je ne sais pas si tout le monde a bien présent à l'esprit que la COP, c'est, disons, une conférence mondiale, enfin, je parle sous ton contrôle, une conférence mondiale pour oui, essayer de traiter le problème du réchauffement climatique. oui. C'est ça et pas autre chose finalement.
Oui, effectivement, oui. Et elle a lieu tous les ans, c'est bien ça. Euh, je pense pas que ce soit régulier. Mhm, d'accord. Je pense pas que ce soit régulier parce qu'effectivement, bon, il y a eu des exceptions. Par exemple, le Covid, par exemple. Mhm, C'était une exception. d'accord, d'accord. Euh, alors j'ai une deuxième question. Tu parles beaucoup de la dette. Tu considères que la dette des États, la dette financière, c'est un problème central qui empêche d'ailleurs en partie la COP de fonctionner. Est-ce que tu vois une solution à la dette? C'est-à-dire que tu dis qu'il ne faudrait pas qu'il y ait la dette, il faut que les États soient indépendants et qu'ils ne soient pas endettés. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la structure de la dette, État par État, la dette française, elle n'est pas du même montant que la dette américaine, mais elle est de même nature. Est-ce Mhm. qu'il y a une piste, qui a une visibilité sur un élément ou un début de solution pour réduire cette dette, voire l'annuler? Alors, pour réduire la dette, en se basant sur le système actuel, c'est plus ou moins compliqué. Euh, D'abord, il faut se dire que la dette, de manière générale, il y a deux types de dettes, la dette privée et la dette publique. Sachant que quand le privé ne peut pas payer, c'est l'État qui paye. Et donc, actuellement, ce qui est fait pour pouvoir réduire la dette, c'est surtout par austérité. Soit par austérité, soit c'est par ponction. C'est-à-dire quoi? C'est on augmente en fait les dépenses des privés, l'énergie, les produits, ce qui permet en fait à l'État de récupérer de l'argent à travers la TVA. On peut aussi se baser en fait sur l'impôt foncier, augmentation de l'impôt foncier, ça permet aussi de récupérer de l'argent. Donc, quand l'État récupère tout ça, elle peut en fait utiliser pour essayer de réduire la dette. Ça, c'est le principe actuel. Oui, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, bien sûr, tu as dit que les leviers. Bon, pour réduire la dette, c'est parce qu'il y a plus de dépenses que de recettes. Alors, si on prend la dette publique, Oui, l'État, il a des recettes et des dépenses. Les recettes, sont des recettes d'ordre fiscal. 98% des recettes de l'État sont des recettes d'ordre fiscal. Hein, ce sont oui. des prélèvements obligatoires. Mhm. Et les dépenses, c'est le budget de l'État qui est attribué via la loi de finances annuelle où on dit il y a tant d'argent qui va aller à la défense nationale, tant d'argent qui va aller à l'éducation nationale, etc. etc. Bon. Mhm. Et la dette, c'est qu'il y a une différence de montant entre la recette. Hein, la recette, c'est par exemple 280 milliards. Et puis les dépenses, c'est 300 milliards. Donc ça fait 20 milliards de déficit. Enfin, ce sont des chiffres théoriques. Donc, les leviers, oui, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Soit on augmente les recettes. Alors, pour augmenter les recettes, c'est augmenter les impôts. Alors, les impôts, il n'y a pas que les impôts directs. Hein. Taxe foncière, c'est un impôt. Il y a des impôts indirects, comme la TVA. Effectivement, c'est un très très gros levier, parce que la TVA, c'est presque la moitié euh, du budget de l'État au niveau des recettes, parce que la moitié des recettes de l'État, ça provient quasiment de la TVA. Donc, si on augmente la consommation, si on incite les gens à consommer, là, je pense on arrive au centre du problème, si on incite les gens à consommer, plus ils consomment, plus l'État engrange de recettes. Bon. Donc, les leviers, on les connaît. Les autres leviers, c'est diminuer les dépenses. On diminue le budget d'éducation nationale, de l'armée, de l'aide sociale, etc., etc., etc. Et on réduit la dette. Bon, mais le problème, c'est que personne ne le fait. Ni l'État américain, ni l'État français. Il n'y a aucun gouvernement qui s'engage dans une réduction
de la dette, en tout cas, qui arrive à réduire sa dette. Bon, si on le veut vraiment, on la réduit la dette. Hein. Bon, on augmente les impôts, on diminue les dépenses, on diminue tous les budgets. Si vraiment il y a une volonté politique, c'est pas, je veux dire, d'un point de vue arithmétique, c'est pas difficile de réduire la dette. Voilà. Bon, c'est aucune affaire politique. Politiquement, il semblerait que politiquement, ce soit impossible de réduire la dette. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas qu'une question politique. C'est aussi une question un petit peu technique, si on peut dire. Alors, pourquoi parce que, on va dire, actuellement, comme j'ai dit, il y a l'État en fait prélève de l'argent. Bon, on a dit TVA, impôt foncier, impôt sur le revenu, ainsi de suite. L'État a besoin de dépenser cet argent pour ses fonctionnaires, entretenir le système, ainsi de suite. Mais l'État a aussi besoin de ça euh, pour pouvoir essayer de compenser de manière légère, ça s'est surtout vu dans le cas du Covid, la perte des entreprises. Enfin, oui, la perte, surtout la destruction des entreprises, ce qui signifie euh, globalement une augmentation, une explosion du chômage. Donc, même s'il y avait une véritable volonté politique, l'État serait un petit peu coincé. Parce que pour le rappeler aussi, il y a aussi cette fameuse dépendance aux entreprises qui peuvent menacer en fait de partir ailleurs. Et donc l'État doit créer les conditions favorables pour faire en sorte que les entreprises restent, donc ce qui signifie réduction des charges. Donc l'État compense la réduction des charges. Donc elle aide les entreprises à survivre, elle aide les entreprises à rester. D'un autre côté, et supposons maintenant qu'il y avait une véritable volonté politique de le faire. Bon, qu'est-ce qui serait faisable? Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que de toute façon, l'argent prélevé ne suffit pas en fait à assurer, à régler tous les problèmes. Même si jamais on prélève plus, les gens dépensent moins. Et ce sont les entreprises qui tombent. Et donc, si les entreprises tombent, il y a du chômage. Donc, il y a une petite roue qui s'enclenche. Donc, c'est compliqué aussi de ce côté-là. Sachant que les entreprises peuvent effectivement aller ailleurs, éventuellement. Et supposons même par exemple que l'État se décide de prendre un peu plus sur les riches. Ce qui se passerait, c'est que les entreprises ont aussi le choix de partir ailleurs. Donc, ce qui crée en fait, de manière générale, du chômage. Et l'entreprise s'en fiche un petit peu, puisque l'entreprise, de toute façon, a la possibilité d'aller ailleurs. Et si jamais l'entreprise part ailleurs, ça fait aussi une perte pour l'État. Et donc, l'État sera encore obligé de dépenser plus pour pouvoir aider les populations. C'est pour ça que je dis que techniquement, c'est un petit peu compliqué. Bon, je ne suis pas extrêmement, je ne suis pas un expert en économie, mais c'est un petit peu ce que j'ai compris de la problématique en fait, de la réduction de la dette. Ce qui fait que l'État est en fait, enfin l'État et les populations sont pris en fait dans un étau.
Oui, Oui, non, mais je te propose de continuer. J'ai d'autres questions, mais de continuer à échanger encore un petit peu comme ça, quelques minutes sur la dette. Hein. d'accord. Et, Euh, et c'est voilà. pour ça, ah, pardon. Non, non, mais tu n'avais pas fini, je te laisse continuer. Ok, d'accord. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve l'idée du budget propre très intéressante. D'ailleurs, cette idée, ça provient, en fait, des propositions que tu as faites. Hmm. Où, où en fait, chaque État dispose de son budget propre pour pouvoir tourner. Ça lui assure une certaine indépendance de telle sorte que, en fait, globalement, les entreprises ne sont pas extrêmement adhérents à l'État. Adhérents. C'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est fondamental, c'est le cœur. Hmm. Ah ben la dette, oui, oui, bon. Les sous, c'est Les, nerf de la guerre. les sous, c'est Euh, le cœur. oh, on a une troisième personne. Je ne sais pas s'il veut intervenir. Euh, voilà, il y a une troisième personne qui est connectée. Enfin bon, elle peut le faire quand elle le souhaite. Hein. Et s'identifier aussi, ce serait pas mal, plutôt que d'avoir camarade Gister, mettre son prénom. Bon. Euh, je reviens un peu sur cet équilibre recettes-dépenses. Mhm. Alors, euh, il y a déjà comment dire, une posture politique, une option politique qui est de dire on accepte qu'un budget soit en déficit ou on n'accepte pas. Parce que si politiquement il y avait un dogme qui disait nous ne n'acceptons pas le déficit, comme un ménage ne peut pas être en déficit. Enfin, tu peux être en déficit 1 an, 2 ans, bon, mais ensuite, au bout de la troisième année, il faut que tu combles ton déficit, sinon le ménage disparaît. Bon. Mhm. Donc, il me semble qu'une première piste serait déjà de dire nous n'acceptons pas, c'est-à-dire en tant que gouvernant, en tant que responsable politique élu de la nation, mandataire de nation, nous refusons l'idée même du déficit. Enfin, un déficit durable en tout cas. Hein, on peut imaginer qu'il y ait un déficit momentané d'une année sur l'autre, mais qui ensuite est compensé par des excédents de gestion des années suivantes. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième Mhm. point, au niveau des marges de manœuvre. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que augmenter les recettes, c'est pas une vraie marge de manœuvre. Parce que quand l'État augmente ses recettes, c'est qu'il augmente les impôts. Comme tu le dis très bien, et mathématiquement, arithmétiquement, c'est les vases communicants, c'est tout à fait évident. Si on augmente les impôts, ça fait moins d'argent euh, dans la poche des consommateurs, ça fait donc moins de consommation et ça fait moins de rentrée. Bon. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Alors, par contre, il y a une marge de manœuvre qui est extrêmement utilisable, j'ai dit facile entre guillemets, c'est couper les dépenses. Et là, c'est politique. Euh, si on diminue les dépenses, si on diminue le budget de l'armée, si on diminue le budget de l'éducation nationale, si on diminue le budget de la santé, si on diminue le budget de l'aide aux entreprises, si on diminue le budget de l'aide sociale, bon ben, forcément, on va, on va réduire le déficit, voire créer du bénéfice. On peut très bien imaginer que l'État fasse du bénéfice. C'est-à-dire que euh, le montant des recettes fiscales soit supérieur ce qu'on appelle les engagements financiers d'État, aux différents postes, aux différentes missions ministérielles. Donc, si effectivement il y a une mécanique, comme tu le dis, une mécanique technique, et qui fait que l'augmentation des recettes, elle génère finalement une diminution, l'augmentation de la recette génère une diminution de la recette. Bon. Par contre, la diminution de la dépense, techniquement, c'est imparable. Si on diminue les dépenses, on va diminuer le déficit et on va même faire du bénéfice. Donc, c'est bien une volonté politique, mais je dirais que le choix politique, il commence
déjà à partir du moment où les États, un État accepte de faire du déficit. C'est déjà un choix politique. Sans parler du choix politique de réduire le montant de tel et tel ministère. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, réduire effectivement les dépenses publiques est une possibilité. Mais cela implique effectivement, globalement, de réduire les différents secteurs où l'on met de l'argent. Bon, armée, armée, santé, éducation. Si l'on réduit ces éléments-là, ce qu'il faudrait, en fait, on va dire, ce qu'il faudrait assurer pour compenser, c'est que, on va dire, le même service qui était fourni au niveau du public soit en fait fourni au niveau du privé avec la même qualité ou bien avec une qualité supérieure. Pourquoi? Parce que si jamais on ne fait pas ça, bon, on va dire c'est un petit peu la catastrophe dans le sens où prenons le système actuel, prenons le système de santé actuel où on organise l'austérité. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, le système de la santé, il est dans un état catastrophique. Avec un manque de personnel, avec un manque de moyens, ça s'est vu dans le Covid, ça se voit encore plus aujourd'hui. Donc, sauf que par rapport à ça, en parallèle, on a le privé, où il y a globalement, il y a aussi un petit peu le même problème, et on pousse aussi les gens à travailler beaucoup pour pouvoir assurer en fait le service des demandeurs, c'est-à-dire en fait le service de la population. Donc, moi je me dis, effectivement, théoriquement, c'est faisable. Ça, il n'y a pas de souci. Pratiquement aussi, c'est faisable. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans le fait qu'on dépend plus du privé. Et si le privé n'a pas de contraintes, il y a un énorme problème. Parce que le privé, par exemple, dans le cas actuel, et ça s'est par exemple vu dans le cas du problème du scandale en fait chez les EHPAD, Orpea, si je me rappelle bien, où en gros le privé, par une volonté de richesse extrême, le fameux problème dont je parlais, est capable de sacrifier des personnes par rapport à la qualité du service qu'il doit rendre. Donc, effectivement, la solution cette solution-là, justement, de réduire le service public, ça peut fonctionner. Hein. Mais si le privé réagit comme il réagit actuellement, ça reste tout de même une catastrophe. L'avantage du public, c'est qu'il y a une assurance minimale, plus ou moins minimale, de maintenir une certaine qualité de service, entre guillemets. Mmh. C'est ça, en fait, l'avantage du public. On sait que, on va dire, le service public garantit qu'il y a au moins quelque chose. D'accord. Si on le met dans le privé, il n'y a pas cette garantie. Parce que le privé, l'objectif premier du privé, c'est d'abord de se faire des sous. Oui. À moins que, ça c'est une solution partielle, à moins que le privé soit mandaté, contrôlé par le public pour faire ce job, pour faire un job, pour accomplir une mission bien définie. Et dans ce cas, il n'a pas d'autre choix en fait que d'assurer la qualité qu'on lui demande d'assurer. Un cahier des charges. Voilà, un cahier de charges qui respecte de manière stricte.
Ok, merci. Alors j'ai une autre question concernant euh, la problématique de la production industrielle. Tu as dit pour produire, il faut des ressources et de l'énergie, des ressources naturelles, c'est-à-dire bon, de la matière, hein, et de la matière et de l'énergie. Mhm. La matière, on sait que plus on l'utilise, moins il y en a. Bon, l'énergie c'est pareil, mais l'énergie, ça on le sait, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de la fin du pétrole, qu'on va remplacer par autre chose, enfin si on peut, voilà, bon. La matière, on en parle moins. La matière, il semble qu'on en aura toujours parce que il y a le recyclage. Donc tu as parlé au moment du recyclage. Alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que, supposons que la croissance, enfin qu'une croissance même ralentie, puisse continuer comme ça pendant pas mal de temps, avec des énergies de remplacement aux hydrocarbures. Est-ce que tu penses que la matière, on en aura toujours, on n'en manquera pas, ou bien qu'on pourra la recycler indéfiniment? Non. La matière, en fait, enfin, la quantité de matière qui existe est forcément finie. Et il y a certaines ressources en fait qui ne sont pas en fait éternellement recyclables. Donc dans les deux cas, il y a de toute façon un problème on va dire, en termes de principe. On ne peut pas consommer de manière indéfinie une matière et on ne peut pas recycler indéfiniment certaines matières. Sachant que, en plus de ça, pour pouvoir recycler, il faut de l'énergie et éventuellement d'autres ressources. Parce que dans le domaine de l'énergie, Oui, on parle d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on a oui. des énergies finies, le pétrole, les hydrocarbures, bon, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mhm. Par contre, on sait qu'il y a des énergies renouvelables qui, a priori, sont utilisables indéfiniment, le vent, le soleil, etc. Bon. Dans le domaine de la matière, c'est différent. La matière, quand il n'y en a plus, bon, est-ce qu'il y a de la matière renouvelable? Alors, il existe des matières que l'on peut renouveler de manière, bon, je ne voulais pas Naturellement forcément. renouvelable. Est-ce qu'il y a de la matière renouvelable? Alors, naturellement renouvelables, des matières naturellement renouvelables, L'énergie, oui, il y en a. Il y a le vent, le soleil, l'eau. Bon, est-ce qu'il y oui. a de la matière Alors, éternellement renouvelable? disons qu'il y a de la matière qui est, si on peut dire, plus ou moins régénérée à chaque fois. Pas forcément de manière rapide, mais si on peut dire, qui se régénère techniquement. Je prends par exemple le cas du bois. Les arbres poussent avec avec une vitesse lente, mais ça pousse. Il y Mais a ça le, pousse pas forcément de manière il y a le aussi bois. rapide que la coupe que l'on fait sur les arbres. Ah ben, si on ne prélève, si chaque année, on ne prélève pas plus que la pousse de l'année, eh bien, on a une matière renouvelable. Oui, On peut baser une civilisation sur le bois sous réserve de n'utiliser pas plus que de le ce taux qui de est. renouvellement annuel. Oui, Parce que annuellement, bon, un arbre, ça pousse quand même de oui, ça 50 pousse quand même, cm hein. ou 1 mètre. Oui, Bon, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur une propriété, hein, enfin bon, ton jardin, si tu arrêtes d'y aller pendant 2 ou 3 ans, bon, tu vois un peu quand même ce qui... oui, ça t'occupe tout l'espace. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais effectivement, oui, c'est un bon exemple en fait de ressources qui non, se renouvellent. une civilisation basée sur au niveau de la matière, basée uniquement sur le bois, quand on a épuisé, puisque le recyclage, finalement, ça tend vers zéro, peut-être à un temps très lointain, mais le recyclage des métaux, bon, ça tend vers zéro. Surtout maintenant avec le fait de, enfin,
cette mode de faire des alliages. Bon, les alliages, ils sont très difficilement recyclables, voire pas du tout recyclables. Alors, Effectivement, oui. j'ai une question là concernant la protection de l'environnement. Hein, bon, puisque tu as répété plusieurs fois qu'il fallait, disons, le bonheur de l'environnement, enfin le bonheur de l'homme dans l'environnement. Bon. Euh, on se rend compte quand même que l'homme, depuis qu'il existe, depuis, on va dire, alors, bon, 300 millions d'années si on prend Homo sapiens, ou bon, 2 millions d'années si on prend le genre Homo, l'homme n'a jamais protégé son environnement. L'homme n'a jamais réfléchi, pensé à protéger son environnement. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Bon, l'idée qu'il faut protéger l'environnement, c'est une idée extrêmement nouvelle. Une idée qui a quelques dizaines d'années maximum, ce qui correspond à un clignement de paupières, hein, par rapport aux 300 000 ans d'existence de l'homme. Donc, non, il ne s'agit pas de nier cette réalité. L'homme maintenant songe à protéger son environnement, mais dans son inconscient collectif, il n'a jamais été concerné ou habitué à penser ça. Il a été habitué à penser à sa sécurité, à son alimentation, à sa respiration, tous les besoins naturels. Il était habitué à se protéger pour survivre, hein, mais il n'a jamais été habitué à protéger l'environnement. Donc, la question que je me pose, et du coup que je te pose, est-ce que tu penses que, bon, comme ça, en une dizaine d'années seulement, l'homme peut changer euh, quelque chose qui était ancré en lui de façon ancestrale, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas de son environnement. Et que donc, finalement, les problèmes qu'on rencontre, puisque tu dis, bon, bah, la COP, finalement, elle se réunit, puis elle ne fait rien, et puis tu lui dis, mais tout le monde le constate aussi. L'environnement, on en parle, plus on coupe les forêts, etc. etc. Est-ce que c'est pas dû au fait que l'homme, le cerveau de l'homme, tout simplement, il est finalement pas concerné par la protection de l'environnement parce que depuis des millions d'années qu'il existe, il n'a jamais été concerné ou habitué à penser ça. Et que les quelques intellectuels, quelques élites aujourd'hui qui disent qu'il faut protéger l'environnement, en fait, il n'y a aucune résonance dans l'inconscient collectif de l'Homo sapiens parce que c'est pas dans ses gènes. Alors, c'est une bonne question. D'abord, il faut apporter une petite nuance dans le sens où, effectivement, quand on parle d'homme, ça généralise énormément. Je dirais qu'il y a des cultures, on appelle ça, des tribus, on appelle ça, des peuples, qui ont en fait dans leur culture cette idée de préservation. Même si aujourd'hui, bon, on va dire qu'elles sont quasiment éteintes. Et donc, en fait, la culture de la préservation, on va dire, n'est pas vraiment, euh, on va dire, très répandue aujourd'hui. Maintenant, d'un autre côté, effectivement, tu as raison dans ce cadre, c'est que il y a effectivement une difficulté de prise de conscience par rapport à la réalité, à ce que signifie vraiment prendre soin de l'environnement. Et ceci pour des raisons plutôt diverses. Effectivement, déjà, on va dire, en termes d'habitude, parce que ça fait des milliers d'années en fait que le système est en cours, et donc, il y a toujours eu la même habitude de fonctionner de la même manière, de consommer, d'avoir toujours envie de consommer, d'avoir envie d'un certain bien-être. Donc ça, c'est une réalité. Et donc changer du jour au lendemain toutes ces cultures, c'est compliqué. C'est surtout compliqué dans le sens où on va dire ces personnes en fait qui guident l'évolution, qui guident entre guillemets
l'évolution de l'homme, l'évolution économique de l'homme ne prenne pas sérieusement ce problème en compte. Parce que bon, on va dire globalement, l'humanité, en fait, si on peut dire la direction de l'humanité, ça dépend d'une minorité de personnes par rapport, on va dire, à la population. Donc, sachant que la population se focalise surtout, on va dire, sur le problème basique, les problèmes basiques. La famille d'abord, le bien-être local d'abord, la santé de la famille, la nutrition de sa famille, ce genre de choses. Donc, effectivement, changer de direction n'est pas évident pour cette raison-là, mais aussi pour le fait que ces personnes-là, bon, on appelle un petit peu les élites, sont en fait intégrées, ont été éduquées et sont intégrées, et ont en fait reçu une culture qui ne se focalise pas sur la protection de l'environnement. Donc, c'est-à-dire en termes d'éducation, l'idée c'est économie classique, production, consommation. Il faut développer, il faut développer. Et il n'y a que le développement qui compte. Et j'ajouterais même que dans cette idée qu'il y a qu'effectivement la production, la consommation et le développement technologique et tout ce qui vient ensuite, il y a des éléments qui manquent, comme le fait de pouvoir prendre en compte le bien-être des populations, comme le fait de prendre en compte le bien-être de l'environnement. Ce sont des informations qui existent, mais l'éducation qu'ils ont reçue ne concorde pas, n'intègre pas en fait ce volet en fait protection de l'environnement. Et on va dire c'est en partie le drame de l'éducation. L'éducation en fait ne porte pas sur les fondamentaux en fait. Alors, je vais élargir ma question sur l'homme n'est pas capable, en gros, de protéger son environnement parce qu'il n'a jamais été habitué à penser à ça. Je vais l'élargir d'un point de vue plus général, puis je te propose de terminer là-dessus sur la réponse que tu me feras. Euh, Est-ce que finalement, quand on voit cette impossibilité, enfin en tout cas ces échecs à changer le cours des choses, est-ce qu'on n'insiste pas finalement à tout simplement l'impossibilité d'agir et que l'homme doit se contenter de réagir, c'est-à-dire de s'adapter à ce qui arrive, mais il n'a pas la capacité, euh, il n'a pas euh, la technique, il n'a pas des aptitudes, il n'a pas des aptitudes suffisantes pour lui qui lui permettent de changer le cours des choses, de changer le cours d'une civilisation. Est-ce que ça pourrait être une piste d'explication au fait que on n'arrive pas à modifier des choses qui pourtant paraissent évidentes. Il faut réduire la consommation, c'est évident, on n'arrive pas à la réduire. Il faut réduire la dégradation de l'environnement. On fait des COP, ça continue, etc., etc., etc. Bon, des choses qui tombent sous le sens de quelqu'un qui est doté de raison, eh bien, on n'arrive pas à le faire. Et là, tu as dit une chose, moi, que je retiens, que je vais redire sous une forme un petit peu différente. Tu dis, en fait, le citoyen moyen, il pense qu'aux choses matérielles et tout ça. Oui, je dirais que, en fait, l'habitant, l'Homo sapiens, l'habitant moyen de la planète, c'est-à-dire 99,99% des Homo sapiens, moi que j'appelle Homo industrialis, maintenant, je pense que la famille Homo sapiens a muté, c'est dans le darwinisme social, a muté vers une famille que j'appellerais Homo industrialis, eh bien, n'est capable que de penser
l'immédiateté, c'est-à-dire le jour même, et le budget de la famille. C'est-à-dire ce que j'ai comme argent et ce que je risque d'avoir ou de ne pas avoir, et puis le jour d'aujourd'hui. Et que, sorti de là, on ne peut pas mobiliser l'homo industrialis sur quelque aspect de prospective que ce soit. Et est-ce que ce ne serait pas une grille d'explication du fait qu'on n'arrive pas à agir, tout simplement que l'homme ne peut pas agir sur le cours des choses. Il n'est capable que de s'adapter à ce qui arrive. Alors, je ne dirais pas qu'il ne peut pas. Je parle de manière absolue. Je dirais que, dans le contexte dans lequel il est plongé, il ne peut pas réellement. Parce que dans son échelle de priorité, pour beaucoup, la priorité, c'est la famille. Pour beaucoup de personnes, la priorité, c'est la survie. Il faut au moins déjà pouvoir se nourrir. Donc à partir de là, à partir du fait que pour certaines personnes, la priorité, c'est la survie, tout ce qui vient au-delà et qui est, on va dire, entre guillemets, à une échelle un peu planétaire, c'est difficile en fait d'y penser. C'est vraiment difficile d'y penser. Et c'est pour ça qu'en fait, la base fondamentale, déjà d'une certaine prise en compte, c'est d'abord de supprimer les problèmes qui existent. Mais dans le contexte actuel, où on presse les gens pour la survie. On presse les gens qui doivent aller travailler tous les jours. Ils doivent accomplir leur mission, rentrer le soir, se reposer. Le lendemain, ça recommence pareil. C'est quasiment impossible en fait de le faire. C'est impossible pour eux de se lever là et de se dire un jour, bon, il faut que je me batte pour la planète. Même si, effectivement, il y a certains qui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se lèvent et qui disent, effectivement, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je réduise ma consommation, il faut que je prenne plus ma voiture, que je prenne plutôt les transports publics, il ne faut pas que je me déplace aujourd'hui pour ne pas utiliser ma voiture, il faut que je consomme moins de viande, et ainsi de suite. Il y a des individus qui y arrivent. Donc, ce n'est pas non plus, en fait, à généraliser, mais de manière générale, le contexte oblige. Le contexte définit les priorités. Mais ça, c'est pour, on va dire, c'est pour la personne moyenne, c'est pour, on peut dire, le commun des peuples, ça. Maintenant, si on prend le cas plutôt des élites, c'est d'autres priorités. À cause de l'éducation qui a été reçue, l'objectif, c'est de continuer à faire en sorte que les choses tournent de la même manière. Encore et toujours. Donc, il faut qu'il y ait toujours un zeste de croissance. Il faut toujours qu'il y ait de la production et de la consommation, même si c'est à peu près tout et n'importe quoi. Bref, il faut que ça fonctionne. Donc, même si, à partir du moment où ces personnes-là sont déjà dans leur cercle, parce que ça c'est un autre problème, ces gens, ces élites, en fait, ils sont dans un cercle et ils veulent maintenir, en fait, comme ils sont dans ce cercle et qu'il n'y a personne, en fait, qui s'ajoute à ce cercle, personne pour pouvoir parler, proposer quelque chose de différent, induire quelque chose de différent, du coup, ce sont les mêmes idées, en fait, qui restent. Encore et encore. Et donc, il n'y a pas d'évolution, en fait, de ce cercle-là. Ce cercle étant, en fait, ce qui donne à peu près la direction de l'humanité, la direction globale, en fait, du système. On tourne donc dans les mêmes stratégies. Mais une fois de plus, il y a tout un contexte au-dessus. Donc, ceci pour conclure, pour résumer un petit peu, de manière théorique, il y a une possibilité. Il y a une possibilité de
il y a une possibilité de fonctionner différemment. Les idées ne manquent pas en fait. Maintenant, entre le fait que ce soit possible et le fait de le faire, il y a tout un univers, il y a un contexte qui bloque la manière de penser. Il y a des priorités qui sont définies et qui font en sorte que les gens, effectivement, pour le moment, sont focalisés sur une seule idée, il faut survivre, il faut payer les factures. Donc on est borné à ça. Mais si jamais on supprime ce blocage-là, si jamais on arrête de marteler les gens, là, il y a plus de possibilités qui s'ouvrent. Il y a une réflexion différente qui s'ajoute. Qui peut s'ajouter. On peut penser différemment, mais il y a plein d'étapes à mettre en œuvre. Et il faut aussi faire un effort de réflexion. C'est pas tout le monde non plus qui va du jour au lendemain commencer à s'intéresser à l'environnement ou à l'écologie. Pour d'autres, ils vont tout simplement penser au divertissement. C'est ce qu'on observe déjà. Mais en fait ça, c'est un jeu de priorité. C'est pas un jeu de possibilité, c'est un jeu de priorité qui encadre tout en fait. Et chaque individu a des priorités différentes. Mais ceux qui devraient prioriser l'environnement n'ont pas en fait ces priorités, n'ont pas en fait pour priorité l'environnement. Enfin, ils n'ont pas la priorité parce que non plus on leur donne un cadre de travail. Le cadre de travail, c'est il faut que le système reste, il faut que l'économie reste. Absolument. Mais si jamais on casse ça, et qu'on leur dit, imaginez une économie différente, là, il y a d'autres possibilités. Et c'est ça ma critique principale, en fait, que ce soit la COP ou bien même des décisions environnementales, c'est que on refuse de sortir du cadre. Il n'est pas question de sortir du cadre. Il n'est pas question de sortir du cadre. Non, bon, mais c'est exactement ça. Il n'est pas question de sortir du cadre. On va discuter de tout ça, mais de toute façon, bon, c'est pas question de sortir du cadre. Hein. Voilà. Ouais. Donc, d'où incompatibilité. Donc, écoute, Hugues, je te remercie de cet échange sur COP27 et incompatibilité avec la croissance. Donc là, il y a deux. On essaye de. C'est presque un oxymore. Voilà. Bon, donc voilà. Ben, écoute, merci. Merci à toi.